Merci Emmanuel Macron, merci du fond du cœur. Merci de nous avoir aidés certainement malgré vous à faire des avancées fulgurantes ces dernières années dans le sens de notre souveraineté et de la dignité de l'Africain. Qui est l'ingrat dont le mal n'est pas transmissible à l'homme? Celui qui pendant 400 ans a pillé, s'est enrichi sur le dos de l'autre, ou bien celui qui s'est laissé faire? Alors président de la République est accueilli en sauveur. Amis, Maliens, c'est notre unité, notre solidarité qui ont permis d'infliger de lourdes pertes aux djihadistes et de rétablir l'intégrité du territoire malien. Que s'est-il passé entre ce bain de foule, cette liesse populaire, ces remerciements chaleureux où le président François Hollande a pu dire que c'était le plus beau jour de sa carrière et ceci? Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le 17 février 2022, le président Macron ordonne le retrait des troupes du Mali. La France plie bagage après 9 ans d'opération. La France s'engage toutefois à poursuivre son engagement dans les États voisins. Nous attendons simplement que ce partenaire non, on va dire, non valable quitte notre pays le plus rapidement possible. Que s'est-il passé pour que la France soit ainsi chassée sans ménagement de ces 3 pays où elle avait des bases et des installations militaires solides? On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Un peu court comme justification, il faut l'avouer. Ce sont les nouvelles autorités, issues, c'est vrai, des coups d'État, qui ont demandé le départ. Paris n'était absolument pas décidé à partir lorsque le général Assimi Goïta a pris les rênes du pays. Idem pour le Burkina Faso, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris en main le destin du Burkina Faso. On se souvient de la résistance de Paris à plier son drapeau pour quitter les lieux. Au Niger, cela a donné lieu à des scènes surréalistes, où le président Macron empêchait son ambassadeur, enfermé dans la représentation à Niamey, de quitter le pays, de fermer l'ambassade. Il disait clairement que la France ne quitterait pas le territoire parce qu'elle ne reconnaissait pas les putschistes et qu'elle y resterait jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. C'est de guerre lasse qu'elle a quitté le Niger. Elle n'a obtenu ni le retour à l'ordre constitutionnel, ni la libération du président Mohamed Bazoum. On l'a poussée dehors de force, avec le soutien de la rue. Alors dire qu'elle est partie d'elle-même parce qu'elle ne voulait pas traiter avec les putschistes, c'est faux. Nous parlons de coups d'État, mais au Mali, au Burkina Faso, même les coups d'État semblent moins contestés parfois que la présence militaire de certains pays européens. Certains y voient même un retour à la souveraineté. En fait, si la réelle raison du départ de Paris était les putschs perpétrés dans ces États, il est à s'interroger de savoir pourquoi, dans le même temps, elle apportait son appui au président Mahamat Déby au Tchad, qu'il a installé au pouvoir après l'assassinat de son père, le maréchal Idriss Déby Itno. C'était un coup d'État. Il est aussi à s'interroger pourquoi elle a aussi reçu le général Oligui Nguema du Gabon seulement quelques semaines après son putsch militaire. Elle a été mise dehors. L'homme qui a organisé la bataille contre le djihadisme au Sahel, le général Castres, il a parlé d'un piteux retrait. On n'avait absolument pas besoin de constater quoi que ce soit de ce côté-là. Les militaires l'avaient fait. Mais là où on peut encore rester avec 1000 soldats, au Tchad ou à Djibouti, mais là on s'accroche et on reste. Et ça, à force de s'accrocher, à ne pas avoir une politique qui voit un peu plus loin que le lendemain, la France est mise dans une situation où elle se fait constamment pousser dehors. La France doit cesser de considérer qu'elle est une puissance dominante. La France doit cesser de considérer, par exemple, qu'elle contrôle les votes d'environ 14 à 15 pays africains à l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui est d'importance majeure pour la stature française. Dorénavant, il faut passer par d'autres voies. Il faut passer par du multilatéralisme. Il faut passer par des accords commerciaux gagnant-gagnant. Et il faut bien considérer que il n'y a plus une Afrique, il y a des pays africains autonomes, souverains, jaloux de leur souveraineté, jaloux de leur indépendance et de leur autonomie, et qui ont bien des arguments à faire valoir dans les décennies à venir. Je pense que la politique d'Emmanuel Macron n'a pas été bonne en Afrique. Macron a tout essayé, son contraire en Afrique, décontracté, trop décontracté, à un moment donné sévère, haussons le ton. Il n'a jamais fait 10 pas dans la même direction. Je ne pense pas que vous puissiez impressionner ou établir une relation en Afrique avec un comportement.
La vérité est pourtant connue du grand nombre. On s'est fait franchement virer Oui. Du Burkina, du Mali, du Niger. Mais l'endroit où la France pensait qu'elle était encore forte, en particulier l'armée française, qui a un rôle extrêmement important en Afrique, c'était vraiment le Tchad. Il y avait encore 1000 soldats français, et c'est vrai que c'est un bastion, parce qu'au moment de la colonisation, vous avez ce qu'on appelait les valeureux capitaines de l'Empire. Ils sont arrivés jusqu'au bassin du lac Tchad en 1900. Ça veut dire l'armée française qui est en train de se faire virer est installée au Tchad depuis 1900. La France était la seule puissance extérieure au continent à avoir des bases permanentes. On est toujours tellement arrogant qu'on ne se rend pas compte à quel point les chefs d'État ont le monde entier dans leur salle d'attente. J'ai Mahamat Déby, il y a même des sociétés privées américaines, on parle toujours des Russes, mais privées américaines, qui vont former ces soldats. Vous avez les Émiratis, la France va les former des Émiratis, mais ils vont revenir au Tchad. Et en fait, l'Afrique se mondialise, et les chefs d'État, ils ont souvent le pognon avec le pétrole, l'or, les matières premières, et on parle toujours des Russes, des Chinois, mais la Turquie est extrêmement active. C'est eux qui vendent des drones dans toute cette région. On prend un virage, hein. Vous savez, il y a eu la période des indépendants, la période de tentative de démocratisation, et là, on est en train de prendre un virage où il faut exclure totalement du jeu l'ancienne puissance coloniale. Le problème, c'est que ce n'est pas la fin. D'ailleurs, il y aura d'autres pays qui vont vous surprendre, qui vont prendre la même et des pays auxquels vous pensez? Je pense même au Gabon. Je pense parce que la population est anti-française. Elle n'est pas contre les Français. Elle est contre un système, c'est-à-dire le système politique. Subtil. L'armée française n'est pas très appréciée en Afrique parce qu'elle continue de symboliser la colonisation. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc, dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Il est un peu puéril de continuer de mettre le rejet de l'armée française en Afrique sur le compte des influenceurs et ce que le président Macron appelle les faux intellectuels. Les vrais étant ceux qui composent avec son système et qui quelquefois sont les nègres des salons qui organisent des rencontres dans les cadres feutrés de Paris et de quelques pays dans la mouvance pour recruter les jeunes désireux d'obtenir des visas. Vieux format. Les jeunes Africains ne croient pas que le salut de leur continent passera par une réflexion ou des initiatives étrangères. Ils ne croient pas que les initiatives prises à coups de millions d'euros par l'ancien maître scelleront encore une fois leur destin. Si la parole de ces influenceurs et faux intellectuels incriminés a la portée qu'on lui attribue sur les bords de Seine, c'est qu'elle rencontre certainement un terreau fertile sur le terrain. Surtout qu'ils n'ont pour seule tribune que les réseaux sociaux dans lesquels Paris a mis lui aussi des budgets colossaux. La soif de dignité et de respect, c'est cela la motivation qu'il va falloir intégrer dans l'équation. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis chez nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la traite négrière. Colonisés. Torturés culturellement. Parlant les langues des autres. Tout ça. Décolonisés. Mais nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, c'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. Il est tout aussi injuste de faire croire à l'opinion internationale que le rejet de la France et ses pays francophones subsahariens vient essentiellement de la propagande russe. C'est beaucoup trop simpliste, surtout lorsque l'on sait la force de frappe des médias francophones qui dominent outrageusement dans cette région du continent. Je suis peut-être un vieux con, pas très connecté, mais j'avoue que je ne vois pas et n'écoute pas de médias russes dans mon environnement où je suis au quotidien en Afrique. On voit fleurir quelques drapeaux dans les manifestations, mais hormis en République centrafricaine, je n'ai pas croisé de soldats russes dans les rues de Bamako, de Ouagadougou ou de Niamey. Je ne suis pas naïf dans le même temps, parce que je suis conscient qu'ils sont là, qu'ils commercent très discrètement avec les autorités. Mais de là à voir dans les mouvements de foule, dans les changements d'alliance de la propagande russe,
j'ai de réels doutes. C'est fuir la réalité. C'est adopter la politique de l'autruche. Et c'est à cause de ce mensonge, de cette stigmatisation, que les jeunes en arrivent en Afrique à souhaiter leur présence. La vérité est simple. Pendant une dizaine d'années, l'armée française, et avec elle les armées européennes, n'ont pas réussi à endiguer la progression des mouvements terroristes qu'ils ont fait naître par leurs errements dans la région. Pendant une dizaine d'années, ces mouvements que l'on croyait à la portée de ces puissantes armées lourdement équipées n'ont pas cessé de gagner du terrain. Lorsque l'on regarde la carte de l'évolution sur le terrain, ces mouvements terroristes, il apparaît clair qu'ils auraient fini par occuper l'ensemble de ces territoires si rien n'était fait. C'est devant ce constat et quelques détails troublants vécus par ces militaires sur le terrain, comme le fait de ne pas permettre de rentrer dans Kidal, ville malienne ô combien symbolique, qui était pourtant à portée, et devant l'ensemblement, l'inefficacité des forces étrangères, que les jeunes militaires, les jeunes officiers ont pris leurs responsabilités. Tant au Mali qu'au Burkina Faso et au Niger, où le président Mohamed Bazoum lui-même reconnaissait que les forces terroristes étaient plus puissantes que leurs armées. Humiliation et capitulation que ne pouvaient envisager ces militaires contraints de se battre sans moyens. Il faut chercher l'explication de ce coup d'État dans ces éléments clairs. Arrêtons de mentir à l'opinion internationale, notamment française, qui n'est que très peu informée sur ces détails. À la vérité, c'est l'incapacité des forces européennes à endiguer la progression des terroristes qui a poussé ces officiers dans les bras des Russes. Lorsque votre maison brûle, vous ne vous préoccupez pas de savoir si l'eau que vous utilisez pour l'éteindre est potable ou non. L'essentiel est qu'elle éteigne l'incendie. On ne se soucie pas de savoir qui vous aide à éteindre l'incendie. Ce n'est pas important. La question idéologique agitée par l'ensemble des grandes puissances ressemble à s'y méprendre aux arguments que l'on utilisait autrefois pour discréditer les nationalistes africains. Ainsi, Patrice Emery Lumumba, pour le rendre infréquentable et trouver des raisons de le liquider, était communiste, malgré ses dénégations. Êtes-vous communiste, monsieur Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, donc qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. Le nationaliste Ruben Oumniobé du Cameroun était un communiste, ce qui a permis à Pierre Mesmer, administrateur de colonie, de le liquider et de l'assumer. Oumniobé faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. À partir de ce moment-là? Oui. Il refusait l'autonomie interne. Il refusait la démocratie. Donc, il se mettait hors la loi. Il était hors la loi. Et il le savait. La technique n'a guère évolué. Aujourd'hui, il suffit de dire que ces États sont soutenus par Wagner, par Moscou, pour qu'ils soient au banc des nations. Mais en toute sincérité, les moyens nécessaires ont-ils été déployés au Sahel pour stopper l'avancée des terroristes? Assurément, non. La mobilisation autour de l'Ukraine illustre parfaitement le peu d'intérêt que l'on accordait au Sahel. Les montants astronomiques dépensés pour aider l'Ukraine représentent 50 à 60 fois le budget accordé au Sahel. Et en Ukraine, cet argent est directement donné aux dirigeants, ce qui n'était pas le cas au Sahel, où déjà les chefs d'État se plaignaient de la gestion des pseudo-fonds destinés à la lutte contre le terrorisme. Des amis, des donateurs, des partenaires techniques et financiers nous ont promis plus de 12 milliards de dollars. Nous avons fait nos projets, mais jusqu'au jour où je parle, en ce qui concerne le Tchad, aucun de ces projets n'a été financé. On n'a pas de financement. On a créé des structures parallèles qui doivent jouer l'intermédiaire entre nos États. Quand vous dites on, Monsieur le Président, vous avez dit on va parler franc. Je prends le cas de l'Union européenne. Oui. Oui. Le cas de l'Union européenne. C'est tout ce qui a été financé. Qu'est-ce qu'on a demandé? 12 milliards d'un côté pour le développement et 400 millions de dollars pour équiper nos armées, pour faire face à la situation de l'agression, de l'insécurité contre le Boko Haram. Sur les 400 millions, rien jusqu'à ce jour.
Sur les 12 milliards, rien, jusqu'à nos jours. On peut prendre l'exemple de la Syrie également et de l'Irak. La coalition qui a été mise en place, le président Déby vient de le dire, a mis à la disposition de la coalition des centaines d'avions de combat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du Sahel. Regardez dans le Sahel, qu'est-ce qui se passe? Nous avons mis en place la force conjointe. Nous avons demandé à la communauté internationale de mettre cette force conjointe sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. On n'a pas obtenu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a au moins débloqué une partie de cette somme-là? Est-ce que vous avez les moyens? Parce que vos budgets sont grevés. Je sais que vous êtes à plus de 20% de votre budget consacré à cette lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est débloqué, cet argent? Non, je ne sais pas de quel argent il avait pu être question. S'il s'agit de l'argent destiné au G5, ça attend toujours. Plus grave, ces mêmes Européens refusaient de fournir des armes aux forces africaines. Il n'était pas question pour eux de fournir des armes létales. En gros, ils devaient se battre contre des terroristes lourdement armés avec des bâtons. Ah oui, les terroristes, lui, nous tuent, mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même le caillou est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe. Très honnêtement, fallait-il que ces dirigeants, juste armés de bâtons, de machettes, laissent conquérir leur territoire? Devait-il attendre dans les casernes que les autres se battent timidement à leur place, avec des stratégies inadaptées? Devait-il, par discipline, accepter une stratégie qui condamnait de fait leur pays? Et en plus, non content de ne pas leur fournir de l'armement pour combattre, on leur interdisait d'acheter des armes. Où est le bon sens? Oui, mais vous travaillez avec la Russie, vous ne travaillez pas avec moi, etc. Vous me tournez le dos. Quelqu'un a posé la question, ancien partenaire, nouveau partenaire. Ça, je vais vous répondre, madame. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser ça. Oui, pourquoi laisser un ancien maître pour un nouveau? Mais ça, je crois qu'il faut même sortir de la décolonisation mentale. Nous cherchons la sécurité pour notre pays. On va là où on trouve, puisque les Européens vous dites que vous ne donnez pas d'armes létales. Le Mali, c'est qu'on a avec la Russie. C'est pas des prêts, c'est pas des dons. On achète. Ils nous vendent. On est parti avec les Européens, avec les Américains, on dit qu'on achète, ils disent qu'ils ne vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons? Et subitement, en Ukraine, vous vous êtes rendu compte qu'il leur faut des armes pour se battre. Ils se disent, non, nous, on n'est pas dans ça. C'est la Russie qui peut m'aider sur le plan militaire, je ferai. Si demain, c'est les Américains qui font mon affaire sur le plan économique, je ferai. Personne dans ces circonstances ne peut hésiter à acheter des armes où il peut. C'est d'ailleurs ce qui avait introduit les Russes en Centrafrique, comme nous l'avions déjà démontré dans une autre chronique d'Afromédia. Pour se battre et sauver les Africains, achèteront les armes où ils pourront. C'est ce qu'il faut clairement comprendre. Il ne s'agit pas d'amour de la Russie. Les Africains ne pensent pas qu'elle soit plus bonne ou plus mauvaise. Elle est pour ses intérêts. C'est le type de conversation et de service qu'elle donne qui semble séduire certains dirigeants africains aux abois. Quand nous sommes avec nos partenaires russes, nous sentons qu'ils nous respectent, comme nous aussi, nous les respectons. Mais quand nous sommes avec nos partenaires français, on a l'impression qu'ils se comportent en donneurs d'ordre et que nous devons suivre ce qu'eux ils décident. Avec nos partenaires russes, on discute ensemble et on élabore les stratégies ensemble. Ce n'est pas la même chose avec nos partenaires français qui tendent à vous imposer leur point de vue. Ensuite, sur le plan économique, avec nos partenaires russes, on discute sur les échafaudages économiques, sur les mécanismes économiques, pour que ce soit favorable à tout le monde. Mais avec les partenaires français, c'est eux qui imposent parfois les contrats selon leur vision et selon leurs intérêts. Donc nous avons constaté que pendant longtemps, nous avons été orientés vers les partenaires occidentaux. Ça ne nous a pas conduit à notre épanouissement. Ça nous a conduit à notre asservissement politique et économique. Voilà pourquoi nous nous sommes tournés, entre autres, vers la Russie. Au lieu de geindre et de stigmatiser, Paris devrait peut-être apprendre à écouter et à update son logiciel avec les Africains. Elle devrait s'interroger de savoir pourquoi d'un coup, ses interlocuteurs d'hier lui tournent le dos, pour préférer un autre que rien a priori ne privilégie dans cette zone géographique. Que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin,
militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Cette annonce a priori révolutionnaire et qui semble avoir déclenché l'ire du président Macron n'a pas vraiment convaincu de nombreux Africains. Certes, elle avait pour but de séduire l'opinion ivoirienne et africaine en cette période préélectorale, mais beaucoup de choses et d'actions avaient déjà convaincu les Africains qu'il s'agissait d'un deal, tout simplement. Tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique. Et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité. Même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Il faut dire que les derniers mois, des officiers français, et pas des moindres, avaient fait des sorties très remarquées pour exprimer leur intention, celle de la France de repartir à la conquête de l'Afrique. Certains hommes politiques aussi, d'ailleurs. L'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. C'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Et notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Très clairement, certains officiers, dans des cadres aussi sérieux que celui du GEOS, avaient même déjà déployé, en des termes sans ambiguïté, la stratégie qui devait être adoptée, et même les partenaires. Le sort de Port-Bouët était même déjà évoqué pour le nouveau déploiement. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Et il a été admis d'emblée que ce qui comptait, c'était pas le nombre de soldats français présents à Port-Bouët, et qu'au contraire, il fallait ivoiriser Port-Bouët. On avait même évoqué, d'ailleurs, la possibilité de l'officialiser fin novembre, etc. Donc, au fond, le discours du président Ouattara n'est pas un discours de rupture. Il peut y avoir à un moment donné une accélération d'un processus, et nous en sommes entièrement d'accord. Donc, je dirais de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté.
Et le travail a été bien préparé. En écoutant ceci, il est clair que ce n'est pas le retrait qui est envisagé. C'est ça qui compte. Hein. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc, je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. On aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'ai évoqué devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases. Mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Comme le dit le général français Didier Castres, il s'agit d'être moins visible, de faire disparaître les uniformes, mais de rester présent. On a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. C'est évident que la France n'est pas partie d'Afrique francophone. On pourrait presque paraphraser le général de Gaulle en disant que le président Macron considère qu'il a perdu une bataille, mais qu'il n'a pas perdu la guerre. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. C'est drôle de voir comment, quelquefois, le président Macron donne en pâture à l'opinion ses partenaires, ses alliés. Une chose est claire, les Africains ne sont plus sensibles aux grands discours, aux grands principes qui les ont si longtemps asservis. Plus grand monde ne croit aux théories fumeuses sur l'Occident gendarme du monde, gardien des valeurs, de la paix et de la sécurité. L'actualité dans le monde, avec les injustices, les violations des droits de l'homme par les grandes puissances, les guerres suscitées et entretenues par elles, ont fini de convaincre les plus naïfs qui ne sont pas des exemples. Les doubles standards et les accords léonins, en contradiction avec les principes très moraux, ont discrédité les donneurs de leçons et les Africains le voient. Ils sont des spectateurs attentifs. Le monde le voit que nous piétinons les valeurs que nous proclamons. Le monde voit que nous sommes hypocrites. Le monde voit que nous pratiquons un double langage. Et du coup, le monde ne nous croit plus. Le monde ne nous considère plus. Le monde ne nous respecte plus. Selon vos informations, l'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures. Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi ? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revend. C'est-à-dire en clair que, sans le vouloir peut-être, on finance un receleur et un criminel. Alors ma question est très simple. L'accord dit on garantit la traçabilité, mais on garantit rien. La traçabilité, c'est simplement déclaratif. Mais celui qui est là, je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux. Et donc, je vous demande simplement si vous êtes prêts à modifier cet accord pour garantir enfin, une traçabilité, pour faire peut-être que ces troubles en Afrique, qui ont déjà fait des milliers de morts, s'arrêtent. Je vous remercie. Le camp occidental a donné un bien piètre exemple tout au long des 20 dernières années. Ne l'oublions pas. La guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre de Libye, les guerres du Sahel, et tout cela pour quel résultat ? Ces réflexions ne sont pas celles des influenceurs ou de faux intellectuels africains tant vilipendés par le président Macron. Elles sont adressées, et très régulièrement officiellement, par des personnes que l'on ne peut pas accuser d'être influencées par la Russie. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils déciment des populations ailleurs. Avec de tels travers, avec un discours en totale inadéquation avec ses actions, l'Occident a perdu le respect du reste du monde et il gagnerait à écouter ce que veut l'autre, sans chercher à imposer sa vision. Alors, la démocratie est essentielle, mais elle vient avec la souveraineté et le droit à l'autodétermination, évidemment. Ce que demandent les Africains,
c'est de les laisser maîtres de leur destin. Ce qu'ils demandent, c'est de ne plus leur dire ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire. C'est de les laisser concevoir leur propre avenir. C'est de les laisser décider par eux-mêmes de la direction qu'ils veulent prendre. C'est de les laisser se tromper. Ils en ont le droit. Et c'est le chemin de l'apprentissage. Ce n'est pas parce qu'ils vont se tromper que le monde va s'effondrer. Ce qu'ils demandent, c'est d'arrêter de fabriquer des monstres porteurs des idées des autres à imposer aux Africains. C'est d'en finir avec ces forages, ces grands-messes organisées à grands frais pour réfléchir, dit-on, de l'avenir de l'Afrique, avec des spécialistes qui n'ont pour seule légitimité que leur allégeance au discours du maître, comme si la France avait pour vocation de veiller sur l'Afrique, comme si elle est le tuteur de ce vaste et vieux continent. C'est d'en finir avec ce cinéma de l'aide qui en réalité est une façon sournoise d'exploiter, de piller. Ne vous inquiétez pas pour nous, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité et elle ne disparaîtra pas. Elle n'a pas la vieille tradition de la violence de l'Occident. Elle ne rêve pas de fabriquer des armes pour tuer en masse. Ce n'est pas dans son ADN. Dans l'histoire de l'humanité, les tueries de masse, les guerres les plus violentes, les plus sanglantes, les plus barbares ont toujours été celles orchestrées et menées par les Occidentaux. L'histoire montre à quel point l'Occident est violent, pas l'Afrique. Alors prenez plutôt le soin de régler vos conflits chez vous. Arrêtez de vous inquiéter et de nous imposer les partenaires avec lesquels nous devons nouer des relations. Essayez de vous insérer dans notre agenda si vous le souhaitez, mais sans nous imposer quoi que ce soit. Si l'Afrique a besoin de traiter avec les Russes ou avec les Chinois ou même avec les Martiens, elle le fera parce qu'elle est suffisamment mature, suffisamment avertie après tous les coups subis pour savoir ce qui est important pour elle. Elle est suffisamment mature pour savoir qu'elle ne doit plus se laisser berner par qui que ce soit. Les Occidentaux l'ont vaccinée. Ne vous inquiétez pas de nos relations avec les Chinois. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Ils ne sont pas meilleurs que les autres. Leur but est le même que celui des Occidentaux. On saura traiter avec eux en conséquence, en sachant préserver nos intérêts. La France, elle n'est pas concurrencée au plan commercial par la Chine. Elle est battue, elle ne compte pas, parce que la Chine est le premier partenaire commercial des pays africains. 25% aujourd'hui des échanges. Et la Russie a toujours été présente en Afrique. Elle revient là en Afrique par le canal militaire. Wagner. Oui, Wagner, et pas seulement, même la voie officielle, voyage diplomatique et tout ça. Et la Russie, elle a envie d'éjecter la France parce que l'environnement s'y prête. L'environnement est toxique vis-à-vis de la France. C'est vrai qu'il y a la Russie, mais la Russie, elle surfe sur la faiblesse de la France, la faiblesse de la présence française. Elle surfe sur le fait de cet anachronisme historique. C'est pas elle qui active, etc. Vous savez, même les types de Africa Corps, les Russes, quand ils s'affronteront comme les Français à 5 millions de kilomètres carrés dans le Sahel, c'est pas eux qui vont changer la donne. Et c'est pareil au Tchad. Mais encore une fois, au Tchad, on ne se rend pas compte. Mais il n'y a pas simplement les Russes. Il y a les Chinois. Il y a encore une fois le monde entier. Et je pense même qu'il y a les Américains. Et je termine là-dessus. Les propres partenaires européens de la France qui très longtemps diplomatie d'influence, on le voit bien nous en tant que journalistes, vous êtes sollicités maintenant par des ambassades européennes sur la situation en Afrique, alors qu'auparavant ils allaient uniquement au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, ils vous demandaient rien du tout. Donc vous voyez, ça veut dire la France est quand même isolée aussi, et c'est pas simplement les Russes, c'est le monde entier encore une fois. L'Europe, l'Allemagne, la Hongrie, par exemple, concurrence la France sur les terrains francophones. L'Allemagne est un partenaire commercial plus important que la France aujourd'hui en Afrique. En Afrique, y compris francophone. Ça, parce que c'est ça. Et la France n'a plus les moyens aussi de son impérium. Hein. Et la France ne peut pas sortir le chéquier à tout bout de champ. On voit qu'actuellement, on est en pleine crise économique, financière et politique en France. Donc ça contribue à affaiblir la France. La question n'est pas de savoir si les Africains sont contre la France. C'est un faux débat, puisque malgré cette joute, malgré ces échanges tendus, ce battage médiatique, il n'a jamais été déploré des violences contre un ressortissant français ou européen en général en Afrique. Personne n'envisage de s'attaquer à eux, parce qu'il ne s'agit pas de guerre de personnes, mais de différents politiques profonds. Emmanuel Macron a quand même multiplié les bourdes. Je vais vous raconter une petite histoire très rapidement. Dans un huis clos de chef d'État à Bamako, il a quand même osé dire, il y avait quatre chefs d'État qui étaient musulmans sur 5, il a osé dire, Inch'Allah, c'est pas ma tasse de thé. Merci Emmanuel Macron d'avoir mis les pieds dans le plat. On serait ingrat si on ne vous reconnaissait pas d'avoir permis par tous ces errements une montée en puissance de la jeunesse africaine, une prise de conscience.
Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Il commence comme une star et c'est une fin shakespearienne. Bon, ça c'est son destin. Mais il a mis la France dans une situation qui fait que quand on est à l'étranger, et j'y étais la semaine dernière, pour la première fois, on a un peu honte. Nous restons en attente de vos remerciements pour tous les services rendus à la France. On attend toujours. La nouvelle jeunesse, si je puis dire, elle s'en fout de la France. Du fond du cœur, merci pour votre fidélité à toutes les plateformes Afromédia en constante progression. Nous comptons sur vous pour en faire le leader dans les médias digitaux. Restez vigilants parce que malgré les certifications, les faux comptes continuent de se multiplier. Je vous prie également de télécharger l'application Afromédia en scannant ce QR code qui vous conduit directement sur l'ensemble de nos plateformes. Pour que l'histoire de la chasse cesse d'être racontée du seul point de vue du chasseur, nous comptons également sur votre soutien, votre aide pour vulgariser, pour faire grandir, pour pérenniser Afromédia. Nous vous donnons rendez-vous sur notre application pour soutenir Afromédia qui vous propose le narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance.